Oui, en fait, j'ai un petit peu de difficulté à formuler ma question, mais je la dirais probablement comme ceci. Bon, évidemment, je suis au Québec. Au Québec, nous n'avons pas connu de violence politique telle que ça a été connu dans certains autres pays. Mais ce que vous avez décrit comme entente entre le président sortant et puis le candidat qui a été élu, il me semble ici, on appellerait ça de la fraude électorale. Et puis, la question qui me vient, c'est comment concilier l'influence des groupes de paix qui ont empêché le candidat qui avait gagné de susciter une révolte. Euh, ben, ça ressemble un petit peu à encourager la fraude électorale. Là, il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à réconcilier. Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est comme ça que je la formule. La question Claire, merci Jean. Euh, la question est claire. C'est comment réconcilier le travail que ces comités de paix ont fait et la justice électorale, je dirais. Ce que le comité de paix a fait, c'est disons, de sensibiliser ces leaders, bien sûr, et d'autres, pour ne pas emprunter la voie de la violence, mais pour emprunter la voie de la paix ou de la justice. Parce que nous connaissons au Congo, si nous empruntons la voie de la violence, les conséquences, ça sera la mort et la désolation. On ne veut pas rendre plus de gens aveugles, nous voulons que plus de gens voient. Est-ce que le travail de paix a encouragé la fraude électorale? Non. Le travail de paix a encouragé la voie pacifique de la résolution de ces problèmes, au lieu de la voie violente de la résolution des problèmes. Parce que après l'annonce des résultats des élections, il y avait un problème. Celui qui a gagné les élections n'a pas été proclamé. Celui qui a perdu a été proclamé. Et on avait un problème qu'il fallait résoudre. Et dans la justice électorale, au fait, on encourage la voie pacifique, c'est-à-dire aller à la Cour constitutionnelle qui est chargée de résoudre les conflits électoraux au niveau de la présidence, déposer la plainte et toutes les preuves, au lieu de mobiliser ou de sensibiliser les jeunes, parce que si le leader ne dit pas un mot, il laisse la liberté aux autres acteurs de décider la course des choses. Il fallait mobiliser les leaders, mais donc les leaders influents dans ce processus-là. Et donc, c'est comme ça qu'on réconcilie. Donc, ce n'était pas, il n'était pas question de lui dire de ne pas se plaindre ou ne pas chercher une solution, mais c'était question d'orienter la stratégie pour chercher la solution. Une stratégie
qui mène vers la paix et la justice et pas une stratégie qui mène vers la mort et la désolation. Merci beaucoup pour ça. Je vois, il y a d'autres mains là. Oui. Je vois la main de Fidèle, mais est-ce que Jean-Raymond, c'est clair ou bien vous voulez suivre avec une question? Non, je comprends tout à fait le point de vue, là, en fait, j'aurais tendance aussi à aller dans ce sens-là. Mais ça pose quand même l'autre question et ça demande de réfléchir à tout ça. Puis, en fait, quand on est dans une situation comme celle dans laquelle vous étiez, ben, là, il y a des choix où il faut peser le pour et le contre et il faut faire ces choix-là. Là. Bon, ici, au Québec, on n'a pas vécu ce genre de violence extrême dans des situations politiques. Euh, mais ça demande réflexion. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Ouais. Je vois le frère Fidèle Lumeya. Allez-y, Fidèle. Votre micro est coupé. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Allez-y. D'accord. Je suis Fidèle Lumeya. J'appelle partie de Arizona aux États-Unis. Euh, merci, docteur Mulanda, et pour votre intervention. Je voulais faire deux petits commentaires. La première, je fais un commentaire sur le travail de paix et puis la stratégie pour agir dont vous venez de terminer. Moi, je commence par là pour dire que dans le cas du Congo, euh, il faut comprendre aussi que depuis les années avant l'indépendance, euh, il y a une sorte d'une culture de paix silencieuse qui est là, que nous, comme acteurs de paix, devons articuler cette attitude-là, qui est comme un héritage. Vous savez que parmi plusieurs pays africains qui ont pris l'indépendance, sans la guerre, le Congo en est un. Et les gens sont partis en Belgique pour réclamer l'indépendance tout en rejetant la violence ou les violences qui ont suivi les périodes avant et après l'indépendance, comme ce qui s'est passé au Kenya. Donc, il y a dans la culture congolaise cet esprit-là de travailler pour la paix qui est devenu une culture, un long héritage, à tel point que les Congolais acceptent facilement que les solutions à un conflit soient des solutions négociées à cause de cette culture-là. Et nous sommes appelés à construire tout sur cette culture de la paix. Et nous articulons cela avec beaucoup d'écrits et de formations. Mais aussi, il y a dans la tendance, ce que nous faisons comme promotion, c'est entre l'activiste de paix militant, le militantisme, la révolution, les révolutionnaires, euh, et puis les activistes de paix qui sont là pour la plaidoirie, le advocacy. Je crois que la culture congolaise a beaucoup fait la promotion de l'advocacy euh, parce que vous ne trouvez pas des éléments référentiels pour pousser les gens à se battre. Et le cas actuel est évident que le président dont le docteur Moulunda est en train de mentionner n'est pas parti derrière ou après ses opposants pour les malmener. Il a préféré des solutions négociées et même jusqu'à présent, il y a une guerre à l'est du Congo avec les Rwandais derrière cette mutinerie ou cette guerre. Mais le président a tout fait
pour que la diplomatie, pour que l'advocatie prenne la relève. Donc, il y a cette culture, pardon, il y a cette culture-là qui est comme un héritage. Euh, voilà un peu quelque chose que je voulais dire. Mais le second point que je voulais mentionner ici, docteur Mulunda a parlé de l'église du Christ en Angola, avec qui il a travaillé. Actuellement, docteur et à tous les participants, nous venons de découvrir que la, la conseillère du président angolais en matière de paix, ce n'est pas une ménonite, mais elle a travaillé dans le groupe que vous avez mentionné, le groupe des jeunes. Donc, du coup, nous nous retrouvons avec cet avantage-là dont vous avez souligné, que au niveau des networks en Angola, la conseillère du président est en matière de paix, dont l'Angola joue un grand rôle dans le conflit au Congo. C'est une dame qui a travaillé dans le conseil des églises de l'Angola et elle était la présidente du conseil du comité de la commission de paix dont nous avons formé en notre période. Et au Congo, la conseillère du président Tshisekedi en matière de paix, c'est une dame ménonite. Elle est frère ménonite. Donc, nous sommes en train de travailler pour que les deux puissent se parler. On a eu des téléphones, des coups de téléphone qu'on a passés aux unes et aux autres parce que l'Angola joue un grand rôle de médiation dans la guerre congolaise. Et voilà, au niveau des deux présidents de l'Angola et du Congo, il y a des dames très influencées et qui ont une grande influence auprès de ces deux présidents. Nous sommes en train de voir comment ces deux dames, à travers le MCC et le travail que vous avez fait, docteur, et que nous avons fait, puissent se mettre en contact et puis pousser de l'avant la position du président congolais à maintenir sa position de la paix. Donc, voilà un peu d'autres avantages que nous pouvons toujours exercer au niveau supérieur, au niveau national et au niveau régional, grâce au travail que nous avons fait tous ici en bas. Donc, c'est ça l'avantage des formations que nous donnons au niveau des comités, parce que vous ne savez pas qui sera élevé à quel poste demain, et donc nous pouvons faire à la communauté toute entière. Je termine là. Voilà, merci. Juste pour clarifier, je ne sais pas si vous voulez répondre, Mulanda, mais advocacy, dans le premier point dont Fidèle partageait, advocacy, c'est le plaidoyer en français. Mulanda, je ne sais pas si vous voulez répondre. Je vois une autre question. Oui, OK. Allez-y, et puis il y a une question de Claude. Ouais. Oui, merci beaucoup à Fidèle pour ses commentaires et cette contribution combien grande. Et je voudrais dire que en RDC, il y a cette culture de la paix, mais le problème, c'est qu'il faut que plus la guerre prend longtemps, plus le Congo perd la valeur de la paix ou les valeurs de la paix et adopte d'autres valeurs qui n'étaient pas les valeurs de base dans ce pays. C'est pourquoi nous parlons de la profondeur du mal. Parce qu'il y a des contextes au Congo aujourd'hui où celui qui dit plus, c'est celui qui est plus respecté. Celui qui injurie plus, c'est celui à qui on donne une promotion. Donc, plus vous êtes mauvais, je dirais, entre guillemets, plus vous êtes aimé. Et cette culture se répand au Congo.
en tant que bâtisseur de la paix, il faut mettre fin à l'expansion de cette culture. Plus vous êtes corrompu, plus vous avez la chance d'avoir un poste important quelque part dans les pays. Et ça fait partie de la profondeur du mal. Mais il y a toujours des contextes qui résistent. Je donnerai l'exemple de Kikwit. Kikwit n'a pas encore beaucoup perdu ses cultures. Et cela a contribué dans la transition à réduire l'impact de la violence qui pouvait s'abattre sur le pays. Vous avez parlé aussi d'une dame, et je vais prononcer son nom, si c'est la même personne, c'est la révérende Deolinda Teka. Peut-être pour votre information, je suis son conseillère aussi, son conseiller. Et je l'ai formé dans plusieurs contextes, en Afrique du Sud, partout, dans les domaines de la paix. Et je suis content que vous et moi, on a travaillé et on a contribué au travail qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et c'est avec elle, au fait, qu'on a travaillé pour mettre sur pied la commission d'observation électorale avec les autres confessions religieuses, mais aussi de mettre sur place ou sur pied des clubs de paix dans différentes provinces de l'Angola, mais aussi de travailler avec la jeunesse de l'Angola dans le domaine du leadership et de la paix. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple à partager. Merci, merci Fidèle, merci Moulanda pour la réponse. Une question de Claude Aiguet. Claude dit bonjour, sans connaître le détail de l'intervention récente du président de la RDC, que pensez-vous de la remise en place de l'Église catholique du Congo? Visiblement, le président n'a pas apprécié que l'Église intervienne dans la politique. Mais votre engagement pour le développement de la paix et de la politique au sens noble, ne craignez-vous pas que votre travail dans différents pays soit remis en cause par les politiciens? Ouais, une très bonne question, Claude. Pour ce qui concerne l'Église catholique, moi, j'ai eu à travailler avec l'Église catholique quand j'étais le chef du département de la paix que j'ai initié à l'Université catholique Saint-Augustin à Johannesburg. J'ai eu à animer une conférence au Vatican et j'ai compris un peu l'Église catholique. Mais pour ce qui concerne leur message à la nation plus récent, l'Église catholique, dans ma compréhension des choses, a fait un rôle prophétique. A joué un rôle prophétique, c'est-à-dire révéler le mal. Et moi, je dirais, dans ma compréhension de la paix, mon rôle prophétique m'invite à révéler le mal dans la société, à proposer des solutions qui vont dans le sens de la construction de la paix et pas dans le sens de la destruction de la paix. Le message que j'ai suivi de l'Église catholique est une révélation à la nation du mal dans le processus électoral. C'est de veiller la conscience de la nation. Peut-être leur message n'a pas
été perçue de la même façon par tout le monde, y compris par le président de la République. Le président de la République a répondu et a critiqué l'Église catholique. Non seulement le président de la République, même son parti politique, le secrétaire général ou le président de son parti a critiqué l'Église catholique. Et moi, ce que je dirais, c'est que au-delà de ce que l'Église catholique a fait, en tant que bâtisseur de la paix, on a un rôle prophétique. Le rôle prophétique que nous avons, c'est de dénoncer les mal dans la société. Voir, avant que tout le monde ne voit, les mal qui peut arriver. Et de mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir prévenir que ces mal n'arrivent pas. Moi, j'ai compris le message de l'Église catholique dans ce sens-là. Mais aussi, j'interpelle les chrétiens de jouer leur rôle prophétique par rapport au mal que nous voyons. Est-ce que cela a des conséquences? Oui. Et je dirais que dans nos contextes, en RDC, Afrique du Sud, Angola, partout, si vous faites un travail de la paix, il y a des politiciens qui vous considèrent comme politiciens. Je vais vous donner une petite expérience. En 2006, je suis directeur des centres d'Agramachoud pour la paix en Zambie. On forme, parce que c'est en 2006 que nous avons initié le programme de clubs de paix de MCC aujourd'hui. Et il y a des participants dans la formation qu'on a formés dans la mise en place des clubs de paix. Alors, les Zimbabwéens, les jeunes Zimbabwéens qu'on a formés sont rentrés à Bulawayo, au Zimbabwe, et ils ont commencé à mettre sur pied des clubs de paix dans des écoles. Les politiciens sont venus, ils les ont arrêtés, soit en disant qu'ils commencent un nouveau parti politique. Et du coup, on a arrêté les clubs de paix. Donc, le travail de paix est sensible. Il est question de savoir analyser les contextes. En tant que bâtisseur de la paix, il faut bien analyser les contextes dans lesquels vous œuvrez pour savoir comment bien mener le travail de paix dans ces contextes-là. Sinon, en tant que bâtisseur de la paix, soit vous vous exposez aux menaces, soit on peut utiliser votre travail de paix pour détruire. C'est ce que je peux dire. Mais le travail de paix, c'est un travail sensible, surtout dans les contextes de la violence ou dans les contextes de la guerre. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas. Nous avons le Centre universitaire de missiologie qui était avec nous. Je ne sais pas si... Mathieu, juste un mot pour Ah oui, remercier oui, allez-y. Oui, vas-y. l'intervenant là pour toutes ces explications et surtout pour le courage dont il témoigne dans tout ce qu'il est en train de faire et que c'est un exemple pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci, Claude. Oui, Michelaline. Oui, vous pouvez ouvrir le micro. Oui. Est-ce qu'on peut savoir comment fonctionne un club de paix? Ça me manque un peu dans le livre.
on n'a pas des indications assez précises comment on met ça en route et comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Michel Aline. C'est une très bonne question. Je vais partager un peu mon expérience par rapport à ça. Juste d'abord savoir comment on est arrivé à mettre sur pied le club de paix. J'arrive en Zambie en janvier 2006 et je m'installe à Kitwe à 4 heures de bus de la capitale Lusaka. Et il y a un ami du Congo qui est réfugié en Zambie. On a été avec lui au Congo avant la guerre. Il a eu de mes nouvelles, il est venu me voir. Et parmi les premières choses à me dire, c'était la violence à Lusaka. Les réfugiés sont arbitrairement mis en prison par les policiers, arrêtés. Il y a des réfugiés qui sont chassés de leurs milliers, villages, quartiers, par les nationaux zambiens. En ce moment-là, je ne savais pas le terme xénophobie. C'est après que j'ai compris que c'était la xénophobie, au fait. Et j'ai dit à cet ami, on doit faire quelque chose. On doit mettre sur pied un programme de paix. On a commencé la formation qu'on appelait messagers de la paix. Je sais que mon professeur le connaît. Fidèle, il le connaît très bien, il m'a enseigné. Et la première des choses, c'était de faire l'analyse du contexte du milieu, savoir quels sont les problèmes auxquels on fait face dans les quartiers comme Chipata, dans les quartiers comme Mandevu, à Lusaka. Et on a pu identifier qu'il y avait au fait une violence xénophobique. Des réfugiés chassés par les nationaux zambiens dans les quartiers, des réfugiés arrêtés par la police arbitrairement. Alors, à partir de cette analyse, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a nécessité de mettre sur pied le club de paix. Alors, dans la communauté, ce qu'on a fait, on a commencé à sensibiliser les gens qu'on a formés comme messagers de la paix et on les a demandé de s'organiser, de créer un groupe bien coordonné avec une direction. Bon, on utilise le langage du président, vice-président, secrétaire, trésorier et autres, et les autres sont des membres. Et d'avoir un programme où ils se réunissent chaque semaine ou chaque 2 semaines pour analyser la situation dans les quartiers où ils habitent. Et ils ont mis en place ces groupes, des hommes et des femmes, des enseignants et des autres professionnels, et ils ont commencé à se réunir. Et quand ils se réunissaient sur l'agenda, c'était de parler des conflits, de la violence, des problèmes, des besoins dans la société, dans les quartiers où ils habitent. Alors, à partir de là, après avoir parlé de ces problèmes, ils arrivaient à proposer des solutions. C'est ainsi que, par exemple, dans les quartiers comme Chipata et Mandevu, ils se sont rendus compte qu'il y avait la violence xénophobe. Ils ont invité les chefs de quartier, les autres membres du quartier dans la réunion. Ils ont parlé avec ces leaders locaux sur comment transformer cette violence, disons, comment transformer les relations, comment résoudre ce problème. Et ils sont arrivés, il y a une réunion par exemple où ils ont invité et les réfugiés
et les nationaux zambiens dans une réunion pour parler de pourquoi les conflits. Dans cette séance, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Zambiens qui disent aux réfugiés que non, les réfugiés ne nous respectent pas, ils ne respectent pas notre culture. Quand il y a des morts, et ils vaquent à leurs affaires. Donc, nos morts, ce n'est pas leurs affaires. Donc, ils ne sont pas bons, ce sont des voleurs, ce sont beaucoup d'histoires. Alors, ils ont donné la chance aux réfugiés pour parler du pourquoi du conflit. Les réfugiés ont dit non, les Zambiens, et ils se comportent comme des Blancs. Et donc, ils ne nous aiment pas, ils ne nous respectent pas, ils croient que nous sommes une race inférieure et ils sont une race supérieure. Donc, une longue histoire. Et le club de paix leur avait demandé, à part cette différence que vous parlez là, qu'est-ce que vous avez en commun? Dites-nous ce que vous avez en commun. Les deux groupes ont dit, nous sommes tous des Noirs. Oh oui, vous avez quelque chose en commun. Et parmi nous, il y a des chrétiens de part et d'autre. Ok, vous avez une autre chose en commun. Et la liste était longue. Et après avoir identifié les différences et les ressemblances, ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont des différences, ils se sont dit non, on doit plus se focaliser sur ce que nous avons en commun que ce qui nous divise. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à se réconcilier. Et le club de paix leur avait donné des conseils pour dire, vous les réfugiés, il faut participer dans les funérailles des Zambiens. Et vous, les Zambiens, vous devez apprendre chez les réfugiés comment faire les affaires. Ils doivent vous enseigner. Alors, il y a eu ces échanges-là qui a fait à ce qu'il y a eu réconciliation et ils se sont acceptés mutuellement. Ça, c'est le club de paix dans la communauté. Maintenant, dans les écoles, l'approche est un peu différente, mais ça commence toujours par l'analyse des conflits, de la violence à l'école, que ce soit la violence corporelle et d'autres types de violences structurelles. Alors, après avoir fait l'analyse, on approche le préfet de l'école ou le directeur de l'école et on essaie de les sensibiliser pour qu'il accepte qu'il y ait un club de paix dans son école. S'il accepte, alors il nous aide à sensibiliser les élèves qui vont faire partie du club de paix et les enseignants qui vont faire partie du club de paix. Comme le club de paix dans la communauté, il y a des réunions, par exemple, après cours ou un après-midi ou pendant les cours, 30 minutes ou 1 heure, on trouve l'espace pour se réunir. Alors, ces clubs de paix sont sous la conduite des enseignants généralement et ils se réunissent, ils parlent de problèmes, de conflits, non seulement à l'école, mais aussi des conflits en cours de route et des conflits en famille. Et les enfants reçoivent le devoir d'aller pratiquer chaque jour les nouvelles leçons qu'ils ont apprises. Dans les clubs de paix, il y a des formations. Donc, chaque fois qu'on se réunit, il y a une formation, par exemple, de 10 minutes, 20 minutes sur la paix. Et après, il y a la mise en scène de ça. Et à la fin de la session, chacun a le devoir d'aller pratiquer ce qu'ils ont appris. Et dans la séance suivante, de parler de comment ils ont mis en pratique cette leçon. C'est comme ça qu'on met en place les clubs de paix. Merci, Michel Aline, pour la question. Merci, Moulanda. Je vois que nous avançons vers la fin, mais je veux... Est-ce que Max est toujours avec nous? Oui. Est-ce que Max, tu peux partager un peu, tu as mentionné dans le chat qu'il y aura un film. Est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur le projet?
même si, voilà. Ton micro est coupé. Oui, nous sommes en train de faire une série vidéo qui s'appelle Transmission avec différents thèmes et l'année prochaine, ça sera sur la paix et la justice et je suis en contact avec Molanda pour qu'on puisse le filmer quand il sera cette année en automne chez nous. Et je m'en réjouis beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Ouais. Marthe. Une dernière question avant la fin. Oui. Ah non, ça c'est... On applaudit chez Marianne et Daniel, oui. Non, on n'applaudit pas. Non, Bon, non, c'est une je voulais question. juste dire quelque chose sur la venue de Moulanda au mois de septembre et d'octobre. Donc, nous espérons qu'il obtiendra le visa adéquat pour pouvoir faire une tournée en France, en Suisse, sur la période du 21 septembre au 15 octobre. Il y a déjà une esquisse de tournée, mais il y a eu des questions qui ont été posées à diverses églises pour que, peut-être en Centre-Alsace, sur Colmar, peut-être à Strasbourg, si vous connaissez quelqu'un, et puis dans le sud Alsace, à Altkirch, et puis en Suisse, il y a déjà Muttenz qui s'est dit intéressé. Non, pardon, oui, enfin Muttenz, c'est Schensley, et d'autres églises, et peut-être Saint-Genis, et peut-être et probablement aussi les Bulles. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le signaler soit à quelqu'un des dossiers de Christelle qui organise la tournée, soit à moi-même. Voilà. Et en tout cas, Moulanda, on est très content et on espère beaucoup que tu Merci. pourras venir. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Moi, je suis très content aussi. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être, Moulanda, je vous laisse un dernier mot et puis on va clôturer. Euh, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé. Toutes ces très de bonnes questions et contributions à cette conversation. Je voudrais dire ici que, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés, comme dans Matthieu, chapitre 5, à faire le travail de paix. Errer sont les bâtisseurs de la paix. Et cette invitation n'est pas pour certains, c'est pour tout le monde. Et nous sommes appelés à suivre les modèles de Jésus-Christ comme bâtisseur de la paix. Merci d'être venus nombreux à cette conférence. Je suis vraiment très content et je vais en parler à ma famille. Ma femme et mes enfants, ils seront très ravis. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils venaient ici pour chercher à savoir ce que papa fait. Mais je les avais déjà parlé que je serai dans la conférence sur la paix. Ils attendent la suite. Merci beaucoup. Et merci aussi pour l'organisation de cette tournée. Je serai très content d'être en Suisse, en France, en Italie pour parler un peu plus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Moulanda. Moi, je ne l'ai pas vu, les enfants, mais j'ai senti des petits suprêmes qui se promenaient là, juste tout près de l'écran. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci je dirais, de votre courage
du travail, de la réflexion. La réflexion, c'est un travail, hein, et d'avoir creusé votre parcours et de l'intégrer. L'intégration aussi, ça prend du temps, ça prend de la discipline, d'intégrer vos expériences et de tirer des leçons pour nous, pour la communauté. C'est très important pour l'Église, du sens plus large, d'entendre ce genre de témoignage. Donc, merci beaucoup pour d'avoir pris le temps. Merci aussi à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, nous allons prendre une pause en juillet et août et reprendre en septembre avec les conférences. Donc, en juillet et août, il y a une pause et vous recevrez H majuscule. Voilà, des nouvelles de nous pour les prochaines conférences. Est-ce que si le pasteur Siaka est toujours avec nous, est-ce que le pasteur Siaka peut prier pour terminer la conférence? Oui, je suis là. J'ai suivi de bout en bout. Et je profite aussi de ce passage du micro pour dire merci à notre frère Moulanda et surtout pour son témoignage depuis son bas âge. Nous avons vu comment déjà il avait à cœur d'être une personne qui cherche à ramener ce qui est bien, à construire ce qui est bien. On dit que la valeur d'un homme n'attend pas le nombre des années. C'est un bel exemple. On peut l'inculquer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Et merci à Dieu, merci à sa maman qui était son pasteur. Voilà, les mamans sont honorées, c'est encourageant. Merci aussi pour le courage qu'il a eu, parce que être un bâtisseur de paix, c'est oser. C'est accepter aussi de prendre le risque. C'est pas une activité passive. Il faut être dans l'action pour y parvenir. Donc, voilà, beaucoup de courage et vous avez encore vraiment de beaux jours devant vous avec votre bel âge, 50 ans. Je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers votre personne, votre vie. Alors, merci vraiment à Mathieu et à tous ceux qui collaborent avec lui pour nous donner ces conférences qui nous transportent au-delà de nos contextes géographiques. J'ai vu beaucoup de liens avec la réalité avec le Burkina Faso. Et merci, merci. Donc, voilà, comme il m'a été demandé, je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, c'est à toi que revient toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es bon pour nous. Tu connais nos besoins spirituels, nos besoins même émotionnels, sentimentaux. Tu connais nos besoins physiques, nos besoins sociaux. Merci de nous avoir envoyé ton serviteur, notre frère Jimmy Moulanda, pour nous parler de cet aspect qui fait partie de notre identité en tant que chrétien. Notre devoir est de rechercher le bien et bien surtout de l'autre. Et c'est lorsque nous pouvons travailler pour le bien de l'autre, rendre heureux l'autre,
transformer positivement des situations dans la vie de l'autre, que nous devenons réellement heureux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette interpellation et pour ces témoignages qui sont concrets, pratiques. Nous voulons te prier que tu nous aides à être conscients que nous sommes tes ambassadeurs, que nous sommes tes représentants dans ce monde et qu'à travers nous, tu peux changer notre monde, que nous ne perdions point courage, que nous ne nous décourageons point, quand même nous voyons des situations qui sont négatives, quand nous ne voyons pas l'impact de notre effort, mais nous savons une chose, c'est que tu n'es pas celui qui travaille dans le bruyant, qui travaille dans ce qui est brutal, mais tu es celui qui travaille dans le silence. Tu es celui qui travaille dans la profondeur. Tu es celui qui travaille là même quand nous ne voyons rien, mais tu es présent. Et nous voulons te demander de renouveler les forces de tout un chacun, de tous ceux qui ont écouté, Seigneur, ce partage, de nous motiver, de renouveler notre énergie, de croire que nous pouvons continuer à transformer, à changer des situations dans notre famille, dans notre église locale, dans notre quartier, dans notre société, comme notre frère a osé et l'a fait. Seigneur, merci parce que tu nous encourages à travers ces enseignements. Et je voudrais te recommander chacun de nous pour les jours à venir, que nous puissions encore nous retrouver et nous encourager mutuellement. Merci pour cette famille que nous sommes. Bénis-nous et fortifie-nous par ton esprit, au nom de ton Fils, notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Merci, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Jean-Paul Claire vous salue là. Elle est là maintenant. Moulanda, à bientôt. Dieu